Good afternoon, everybody. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part right away with Yoselin Beth Bisay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons ce journal par la nouvelle attaque de Boko Haram dans la région de l'extrême nord qui a fait 3 morts. Les assaillants ont également incendié de nombreux villages. Les populations terrorisées lancent un cri de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. On voit tout cela dans ce reportage de Gladys Sidier et Amadou Daïrou. La fumée s'échappe des maisons incendiées par les assaillants de Boko Haram. À certains endroits, ça brûle encore. Plus loin, des motos incendiées, de la volaille calcinée, du bétail éventré. Les membres de la secte islamiste Boko Haram ont été sans pitié pour les populations de la localité de Ouzal, dans le département du Mayo-Tanaga, dans la région de l'extrême nord. Le bilan de cette nouvelle attaque fait état de 3 morts et plus de 300 maisons d'habitation incendiées par les terroristes qui ont pris près de 4 heures d'horloge pour tout raser sur leur passage. À chaque moment, il vient. On ne dort même pas à la maison, on dort à la montagne. Il vient vers Mawa, il vient à Moscota, il vient à Tere, à Tawa, partout. Partout, chaque nuit. Et nous, on ne dort pas, on passe seulement à la montagne. Les militaires ne viennent même pas. Jusqu'à on a attaqué, ils ont fait 4 heures de temps ici. On est là à la bouteille, tout proche ici. On a tout brûlé la maison. On a tout pris à la maison. C'est le sang. On l'a égorgé. Les coups. Tout ça, c'est le sang. Il avait fui pour se cacher. Il est venu se cacher ici. On l'a trouvé. C'est mon oncle. Tout va mal. Parce que là, ça ne va vraiment pas. On est en train de fuir. Beaucoup de morts, ils ont incendié les maisons. Donc on ne sait pas, on est abandonné à nous-mêmes, pas de sécurité. Donc on est obligé de fuir. Là, on ne sait vraiment pas. Parce que quand ça a d'abord commencé, ils ont appelé de gauche à droite, appelé Mozogo, Koza, jusqu'à Mokolomé. Jusqu'à ce que ces gens sont partis, aucune force de sécurité n'est venue. Ils sont venus que le matin vers 9h. Le centre de santé n'a pas été épargné. Les terroristes ont emporté du matériel au passage, selon le personnel de santé. Bon, moi, je m'appelle Foudama Rikabi, infirmier diplômé d'État. Je travaille dans cet hôpital. Et cet hôpital a été brûlé par le BH aux environs de 22h55. Et tout a été brûlé. La salle de consultation, la pharmacie, et le bureau du chef, et la salle de soins, hormis la salle d'hospitalisation. Et aussi dans la salle de maternité, ils ont pris le matériel comme les boîtes d'accouchement, les nécessaires pour les accouchements. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Les populations désespérées appellent à l'aide face à cette résurgence des attaques qui poussent plusieurs à déserter les lieux. On perd les vies, on perd les frères, on perd les mamans, on pleure tous les jours. Jusqu'à quand vous voyez comment les maisons sont brûlées, les chèvres sont brûlées, les biens, les personnes, on n'a pas pu constater le bilan. Notre centre de santé, on a construit, on a souffert, on est dépassé. Tout ce qu'on a pu faire maintenant là, c'est de faire le constat et de demander aux petits frères, aux aînés, aux mamans, aux papas de fuir seulement. Et nous allons fuir jusqu'à où je ne sais pas. En attendant une réaction des autorités, de nombreux villages se vident de leurs occupants qui emportent avec eux le peu de biens qui leur reste encore. Tuerie de Ngarbou et Tumbor dans le nord-ouest en crise. Les Nations Unies déclarent officiellement 36 personnes exécutées. Accusé, le ministère de la Défense parle d'une conséquence collatérale survenue au cours d'une opération de sécurisation de la région. Retour sur le film d'un 14 février noir dans ce reportage que signent Jean-Paul Chouniat et Georges Mitterrand.
Plus de 48 heures après le massacre de Ntumbo dans le nord-ouest Cameroun, des habitants de ce village de l'arrondissement de Ndou dans le Ndonga-Menton sont encore sous le choc. Le choc d'avoir perdu des membres de leur famille, fusillés, tous leurs biens incendiés. D'un bout à l'autre du village, c'est la désolation. Une trentaine de victimes, dont des femmes enceintes tuées. C'est le bilan d'un carnage qui fait la une de l'actualité nationale et internationale. Le quotidien Le Messager parle d'une Saint-Valentin noire en Ntumbo sur les sites du journal français Le Monde et Radio France Internationale. 36 morts, parmi lesquels 14 enfants tués en zone anglophone, reconnaissent les Nations Unies. Selon le journal d'expression anglophone de Post, la population accuse l'armée camerounaise, les comités de vigilance et les bergers d'avoir perpétré ces massacres au village Ngarbou et Ntumbo. Dans un communiqué, le ministère de la Défense se défend, qualifiant d'allégations mensongères ces accusations. Le texte signé du chef de la division communication au ministère de la Défense précise qu'il s'agit d'un malheureux accident, conséquence collatérale des opérations de sécurisation en cours dans la région. Le ministre de la Défense, par la voix du capitaine de frégate Aton Fakngemo, dit avoir prescrit une enquête confiée à la gendarmerie nationale et à la sécurité militaire, promettant de faire large diffusion des conclusions de ces investigations le moment venu. Jusqu'ici, les séparatistes n'ont dit mot sur ces exactions. Depuis le déclenchement du conflit armé dans les deux régions anglophones, l'ONU, les ONG Human Rights Watch, International Crisis Group, Center for Human Rights for Democracy in Africa, ont à plusieurs fois appelé l'armée et les bandes armées séparatistes à un cessez-le-feu et demandé au régime de Yaoundé de protéger les populations civiles, premières victimes des affrontements entre les groupes séparatistes armés d'une part et les forces de défense et de sécurité d'autre part. Le secrétaire général de l'ONU se dit vivement préoccupé par ce massacre survenu le 14 février dernier. Antonio Guterres présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et appelle le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête et à prendre les dispositions nécessaires pour que les coupables répondent de leurs actes. Le secrétaire général de l'ONU appelle les partis armés à s'abstenir de toute attaque contre les civils et à respecter le droit humanitaire international et des droits de l'homme. Il réitère la disponibilité des Nations Unies à travailler avec toutes les parties prenantes en vue de trouver une solution politique à la crise dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest par le dialogue. Et toujours face à ce massacre, le Cameroun tout entier demande que lumière soit faite sur cette affaire. Des hommes politiques, ceux de la société civile, des artistes et citoyens ont également dénoncé ces violences sur les différentes plateformes digitales. Kedjara. Le massacre des civils en Ngarbou, dans le département du Ndonga-Menton, région du Nord-Ouest, suscite une vague d'émotions sur le plan national et international. Artistes, musiciens, hommes politiques de la société civile et simples citoyens se sont exprimés sur ce qui s'apparente désormais à un massacre. Ali Sadio rompt le silence pour rappeler que ces crimes barbares du Nozo ne sont pas perpétrés en son nom. Akeremouna se demande comment nous en sommes arrivés là. La souffrance, les tueries et la mort sont désormais une norme. Nous devrons tous rechercher la paix avant que ce pays ne perde son âme. Pour Akbar Congo, des investigations doivent être menées et les coupables de ces meurtres remis entre les mains de la justice. Cabral Libi, lui, interpelle le gouvernement ainsi que les organismes de défense des droits de l'homme basés sur le triangle national et à l'international de mettre la lumière sur ce massacre afin que les responsables soient identifiés, arrêtés et remis entre les mains des forces de l'ordre. Une sortie proche de celle de Christian Penda Ikoka, qui interpelle la communauté internationale, avec au premier chef l'ONU et les grandes puissances, afin qu'ils apportent une solution politique appropriée à cette tragédie. Chez les artistes musiciens, le général Valsero s'interroge: combien de morts faudra-t-il pour que vous sortiez de ce mutisme complice? Comment pouvez-vous être heureux? Philosophie. Mistaleo, lui, demande qui seront les leaders de demain si nous tuons des enfants. Et Lady Ponce, enfin, évoque de la tristesse, suscitée par des images d'enfants et femmes calcinés dans le Nozo. Stop à la guerre, la division, la violence, le tribalisme, conclut-elle.
CHAN 2020, les différents groupes ont été dévoilés hier soir au cours d'une cérémonie présidée au Palais des Sports de Yaoundé par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté en présence du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Le match d'ouverture opposera le Cameroun au Zimbabwe le 4 avril prochain. Notons que les Lions à prime logés dans la poule A auront comme adversaires le Mali et le Burkina Faso. La poule B est composée de la Libye, la RDC, le Congo et le Niger. La poule C, le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda, le Togo. La poule D, la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Et le trophée du CHAN 2020 est au Cameroun. Il a été accueilli en grande pompe hier en fin d'après-midi au Palais polyvalent des sports à Yaoundé. Ceci après un tour de ville durant lequel le public a contemplé la prestigieuse coupe mise en compétition entre le 4 et le 25 avril prochain. Marcelin Gonçon. L'arrivée triomphale de l'objet de toutes les convoitises au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Il est environ 17 h lorsque le trophée du CHAN, fièrement porté par une jeune Camerounaise, fait son entrée dans l'enceinte dédiée au tirage au sort de la compétition. Au milieu d'une aide d'honneur constituée pour la circonstance, le trophée s'offre en spectacle sous le regard envieux d'une foule de fans des Lions et de curieux qui rêvent déjà de le caresser au soir du 25 avril. Quand je vois la CHAN s'organiser dans mon pays, je suis très content car c'est pour une fois de plus ce qui prouve que le Cameroun est un grand pays. Moi je suis ravi, je suis très content parce que c'est un événement très rare et que nous avons l'opportunité en tant qu'appelé du service civique national d'y participer. On a vu le trophée, c'est beau, c'est très beau et nous voulons que ça reste au pays du Cameroun. Mais le trophée en lui-même n'a rien d'un rêve, puisqu'il est bel et bien là et arpente les couloirs du Palais polyvalent des sports, paré de ses plus beaux atours. Posé en lieu sûr, le trophée du CHAN 2020 attend le début du tirage au sort. Son arrivée au Palais polyvalent des sports marque la fin du Trophy Tour qui a pris son élan dans la mythique place du rond-point de la Poste centrale. Occasion pour le public, massé tout au long de l'itinéraire, de l'admirer avant qu'il ne soit mis en compétition entre le 4 et le 25 avril prochain. Annoncé en grande pompe, le trophée du CHAN est bel et bien présent à Yaoundé. À présent, des publi-reportages avant de refermer la première partie de ce journal. Orange Cameroun accompagne les start-upers. Avec la première édition de la Douala Digital Story, Orange Cameroun permet ainsi aux différents partenaires de l'innovation de se rencontrer. Reportage. Ils sont nombreux, les acteurs du digital, des influenceurs, des entreprises, des entrepreneurs, des hommes et des femmes de médias qui ont répondu présents à la première édition de l'événement baptisé Douala Digital Story. Dans un monde toujours plus connecté, mondialisé et concurrentiel, le continent africain commence à se saisir des enjeux du numérique sur son développement. Orange Cameroun, en tant qu'acteur majeur du numérique au Cameroun, a profité de cette plateforme pour démontrer son impact sur la digitalisation du pays, notamment grâce à des services de qualité, toujours plus innovants les uns que les autres. C'est un événement qui permet surtout aux différents partenaires de l'innovation de se rencontrer. Il y avait les start-upers dans la salle, il y avait les grandes entreprises comme Orange, il y avait les incubateurs qui étaient là. J'ai pas vu s'il y avait des banquiers, mais il en faudra l'année prochaine. Clairement, c'est l'environnement de l'innovation qui est là. Et on apprend à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. Orange Cameroun fait beaucoup pour la jeunesse. Déjà en fournissant des services à des prix accessibles pour la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que les télécommunications au Cameroun sont parmi les moins chères d'Afrique. La voix ne coûte rien, la data ne coûte rien. On a offert, aujourd'hui, on couvre 60% de la population en 4G. On a plus de 10 villes en 4G+. Pour que la jeunesse se déploie, pour que la jeunesse innove, il lui faut des outils. Et ces outils, ça peut être la fibre optique quand elle existe, ou ça peut être les services d'Orange. Après, Orange a un digital center qu'on va ouvrir bientôt, avec des écoles de code, avec des partenariats avec les universités, avec des entités d'incubation. L'ensemble des filiales Orange en Afrique, la vingtaine, répond.
Et le Cameroun arrive toujours numéro 1 ou numéro 2 en nombre de projets. Et je pense que si on travaille mieux ensemble, c'est sûr qu'on arrivera avec le plus de projets et qu'on fera comme l'an dernier au Cap, que le plus beau projet d'Afrique viendra du Cameroun. Aujourd'hui, notre école de code, on va la lancer avec une start-up camerounaise qui a gagné le prix Poésam il y a quelques années, qu'on a accompagné, qu'on a fait grandir, qui maintenant vole de ses propres ailes, qui travaille en RDC, qui travaille en Côte d'Ivoire et qui va travailler avec nous. Donc, on accompagne et je pense que la meilleure preuve, c'est de faire travailler ces startups pour l'entreprise Orange. Accompagner une start-up, c'est bien, et lui dire un jour, tu peux t'envoler, partir, etc. Mais si en plus on peut la requalifier et travailler avec la force de frappe d'un groupe comme Orange, c'est génial. C'est au siège des entreprises, le GICAM, que le groupe Publicis a organisé le plus grand événement d'open innovation digitale en Afrique francophone, la Douala Digital Story. L'objectif, c'est de mettre en avant toutes ces start-upers, tous ces entrepreneurs africains d'aujourd'hui qui vont faire les licornes de demain et qui pourront participer à Viva Technologies au mois de juin prochain. Participer à Viva Technologies, c'est-à-dire avoir un billet d'avion, avoir les frais en charge, les badges pour entrer à Vivatech et un petit espace où ils pourront pitcher devant à peu près 30 000 business angels. Les startups ont exposé au GICAM, bien encadré par Orange Cameroun, l'entreprise citoyenne toujours prête à leur tendre la main. Et la Cameroun Telecommunication présente sa stratégie 2020. Elle a été dévoilée au cours d'une cérémonie couplée à la présentation des vœux de Nouvel An à la directrice générale. Reportage. La Cameroun Telecommunication, Camtel, débute l'année 2020 avec de grandes ambitions. Au cours de la cérémonie de présentation de sa stratégie 2020, couplée à la présentation des vœux à la directrice générale, c'est d'abord la certification ISO acquise récemment qui a été mise en avant pour indiquer les qualités de cette entreprise. Suite à un audit initial de certification, Camtel a été reconnu conforme aux exigences de la norme internationale ISO 9001, version 2015 de son activité conseil. Sous réserve des traitements des non-conformités mineures constatées, le certificat de conformité sera délivré sous peu. Bien qu'enthousiasmé par cette prouesse, le personnel souhaite néanmoins plus de proximité avec son top management. Le personnel, sans réserve, veut vous suivre dans votre mission. Malheureusement, Madame le directeur général, le personnel n'est pas suffisamment imprégné de tous les contours de votre action. Il souhaite vous voir souvent, il souhaite vous entendre plus régulièrement, il souhaite que vous instruisiez les directeurs de communiquer avec lui. De plus, la question de sa sécurité professionnelle lui tient à cœur. Le personnel émet le vœu de voir sa sécurité renforcée avec un nouveau statut du personnel moderne et ambitieux. Autant de choses et d'autres qui ne nécessitent pas la mobilisation d'importants moyens financiers comme le 13e mois toujours attendu et espéré pour bientôt. En réponse, la directrice générale de Camtel expose une stratégie 2020 qui se veut ambitieuse pour l'ensemble de son personnel et de l'entreprise. L'année 2020 est placée sous le signe de la consolidation et de l'extension. Cette année conduira à la consolidation des acquis engrangés et à mener à leur terme des actions relatives à la stabilisation non encore achevée. Dans cette logique, souligne-t-elle encore, la question des finances doit reposer sur la concrétisation précise de certaines actions. Il s'agira de produire 115 milliards de chiffre d'affaires, recouvrer au moins 95% des créances, mettre en place de manière effective le budget programme. À cette fin, je sollicite l'implication de tous pour poursuivre et achever la fiabilisation de la facturation et des liaisons spécialisées. Tout en se distrayant pendant cet événement, Camtel, dont son top management et son personnel n'en ont pas moins la détermination de faire de l'année 2020 une année de réussite. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. We begin with news in the far north region of the country, where recent Boko Haram hostilities has claimed
the lives of 3 persons and equally destruction of dozens of homes and animals have equally been destroyed in the attacks carried out by Boko Haram in most localities in the far north region of the country. Details with Fomi Armstrong Sanda. Attack without pity launched by Boko Haram terrorists on Oza village in the Mayochanaga division far north region of Cameroon. 3 persons killed, houses smoking and still burning in most cases, vehicles reduced to ashes, livestock destroyed, cattle slaughtered, and over 300 houses burnt down. Boko Haram destroyed with no mercy all what Oza villagers worked and lived for. Villagers say the Boko Haram terrorists took 4 hours to unleash their inhumanity under their helpless watch from hidings. Each time they come, we are forced to run over to the mountains for refuge. They come from all directions, including Mawa, Muskota, Haktere, Haktawa. We are destroyed without help. Soldiers don't come. They operated for over 4 hours, but soldiers did not come. They destroyed everything. This is where they slaughtered my uncle. He ran and hid himself here, but he was caught and killed. We are obliged to run away. There is nobody to protect us. When the terrorists came, we made calls to Muzugu, Kozal, and even further to Mukulu, but no soldier came to our rescue. They only showed up the next day at 9 a.m. The lone health unit in the area was not spared by terrorists who took away important content, burning the hospital. Villagers say they sacrificed a lot in order to raise the health structure, and it is frustrating to see everything. And we talk about the Ngarbu massacre, Friday, 14th of February 2020, and several politicians and equally members of the civil society who have been reacting differently. More in this report. While many were celebrating Valentine's Day, inhabitants of Ngarbu, Tumbo village in Do subdivision, Dongamantung division of the Northwest region were being massacred by armed men. A disastrous consequence of the armed conflict in Anglophone regions between separatist fighters and government forces. Local sources note over 30 people were killed and burnt in their homes for unknown reasons by the armed men. A pregnant woman, babies and over 12 children were killed, including 8 allegedly from same family. The victims have been buried in mass graves in the locality. Barrister Agbobala, a human rights advocate on Twitter, writes, "Those responsible for this gruesome act must be brought to justice, with a stop to this culture of impunity and yes to accountability." Barrister Kiremuna regrets that killings have become the new normal in the 2 English-speaking regions. Ngabu in the Dongamantung division, suffering, death and killing are now the new normal. How did we get here, where human life no longer has any value? We must all now genuinely seek for peace before this country loses its soul. I pray for all these innocent victims. Barrister Ayapola Bine on his Facebook page writes, "Now there are 2 parties to the Anglophone war, the military and the Amber Boys. If Amber Boys do not burn houses and villages, then it admits of no further contention as to who burnt the houses, together with human beings, including women, children, and a pregnant woman at Ngarbu on February 14th, 2020. To Dr. Nick Ngwanyam, an entrepreneur, political figure, and the elite of Dongamantung division, until Cameroonians turn to God in this nation, they shall have more trauma in all shades and colors, because
Where there is no wisdom, death resides. It is the question of taking turns, and in this dogs of war era, sometimes the hunter becomes the hunted. Human wisdom and jungle justice is deceitful, and those that live by the sword die by the sword. The Cameroon Renaissance Movement, in a communique published Saturday, says these are undoubtedly criminal acts orchestrated by individuals who harbor an ignominious genocidal project. CRM in the release says it condemns the atrocities and holds the military and the Yaoundé regime responsible. The Kamtos Party extends condolences to families touched and demands thorough investigation so that those identified to be directly responsible for these crimes are brought to justice. With hope such inhumane acts never reoccur. The UN that announced sending a fact-finding mission regarding the massacre also ordered government to thoroughly investigate. Governments in previous cases said the military in the English-speaking regions are very professional while executing their duties to restore peace and to protect lives and properties of civilians. And the day after, our correspondent in Kambe, Aruna Muhammadu, gives an update regarding the Ngarbu incident that occurred February 14th, 2020. Take a listen. Welcome to the chief town of Ndongamantung Kambe, where I will be giving you updates on what is happening in Ngarbu, the quarter under Tumbo village in the Ndu subdivision. It's about 60 kilometers away from Kambe, which is the chief town. On the massacre in that area, from findings and observers there, the number of deaths recorded is not yet declared. We don't know the number as of now, but we have been getting 20, we've been getting 15, and we've been getting 16. Garbu quarter in Tumbo village has been a place where fuel commonly called funge in our native language here has been stored, and it has been like a commercial center for the funge. So since it has been banned by the senior divisional officer from Ndongamantung because it was alleged that bullets, ammunition from Nigeria were being smuggled into Ndongamantung in the fuel containers. It was banned by the senior divisional officer, so it was smuggled and stocked in Ngarbu. We discovered that where most of the killings in that area, there was a store, 2 rooms, one is a store for the fuel and the other one is a cell used by the separatist fighters. Before the twin elections of 9 February, it was alleged that the separatist fighters have been converging in Ngarbu, planning to attack Tumbo village because of the twin elections. It was alleged that it was the military, but as of now, we cannot determine who actually is the brain behind the massacre. Yesterday, information that we gathered on the ground said a vehicle carrying 2 white men was intercepted in Tumbo village that was heading to Ngarbu. They were asked to meet the civil administrator from Ndu subdivision where they could obtain authorization so that their security could be guaranteed to the field, since it was alleged that it is a settling ground for the separatist fighters. So the vehicle was intercepted in Tumbo. No official visit has been paid to the site, either from the divisional officer for Ndu or the senior divisional officer for Ndongamantung division. And the locality of Ngarbu as of now is empty. Most of the inhabitants of that area have moved to other places. And the Social Democratic Front Party of Nijon Frunze, in its reaction, says it learned of the incident with consternation, shock, and disbelief that the party is currently carrying out its own investigation into the killing of women and babies to establish the facts as they really happened and to ascertain the number of victims. To the Social Democratic Front, it strongly condemns the perpetrators of such cowardly and wanton murders that clearly defy all norms of engagement and more especially national and international conventions on warfare.
The Nijon Fundis Party is ordering the powers that be to have the miscreants that perpetrated and ordered for these killings to be brought to justice. The SDF extends condolences to the bereaved families and its solidarity to the population of Ngarbo and Tumbo village in the Ndu subdivision, Dongamantung division of the Northwest region of Cameroon. And Cameroon's defense ministry has refuted in strong terms allegations the military killed in Ngarbo in the Dongamantung division. The defense ministry attributes it to separatist propaganda. It knows what happened was an unfortunate accident used to astonish image of the military. In a release, the ministry knows that on February 14th, 4 military men and 2 gendarmes walked to a building in Ngarbo where illicit drugs and arms were hidden to get rid of them. There are some separatists, about 7 in number, opened fire on the defense and security forces. That the separatist fighters shot indiscriminately and equally explosion erupted as fuel were stocked. Containers of fuel were stocked in most of the homes and leading to an explosion. According to the defense ministry, the fire disaster claims lives of 5 persons as the flames spread to homes, a woman and 4 children. Opposed to figures related on social media. That's according to the Ministry of Defense. 5 persons died, that's 4 children and a woman. It added that cessationist propagandists have succeeded to make publish on social or media organizations old images of a 2019 incident in Mezam division when the military neutralized 4 terrorists, including a woman. The defense ministry says in-depth investigation has been opened regarding the unfortunate incident. And now Stéphane Dujarric, spokesman for the United Nations Secretary General, has spoken on behalf or has spoken on the Ngarbo incident in the Dongamantung division of the northwest region of the country, and that the Secretary General is deeply concerned over reports about killings of civilians, including children in Ngarbo, and extends his deepest condolences to the bereaved families and calls on government of Cameroon to conduct an investigation and ensure that those responsible are held accountable. The UN Secretary General calls on belligerents of the armed conflicts to refrain from attacks against the civilians and to reflect or respect international humanitarian and international human rights law. He reiterates readiness of the UN to work with all stakeholders towards a political solution to the crisis in the 2 English-speaking regions of Cameroon through meaningful dialogue. And before we end this newscast, we talk about the draws of the 2020 African Nations Championship that's held at the Yaoundé Sports Complex in the nation's political capital yesterday. And during the draws, it was the Prime Minister and Head of Government, Joseph John Goutey, who presided over the ceremony. And representatives of the 19 teams were equally present, as well as delegations from the Confederation of African Football. And during the draws, Cameroon was ranked in Group A, and Cameroon will equally be contesting against Mali, Burkina Faso, Zimbabwe. And in Group B, groups Libya, Democratic Republic of Congo, Niger, and Group C constitute Morocco, Rwanda, Uganda, Togo. And Group D will see Zambia and equally Guinea, Namibia, as well as Tanzania. And it should be noted that Cameroon will be taking on Zimbabwe. That will be in the opening encounter of the 2020 African Nations Championship that will be played in Cameroon. That will be from the 14th of April. And that will take place effectively in the country as already designated by the Confederation of African Football, CAF. And that's it
for this 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. Right to Lambert, beside. Vous faites bien de le mentionner, Innocent Azé. Le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est à 16h. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.